Célèbre de la suite avec toute la bande ravie d'aller courir voir La Reine des Neiges 2. Vous allez tous y aller ? Surtout Eva. Non mais contraint ou forcé par plaisir ou pas, vous irez. D'accord. Impossible d'y échapper. La Reine des Neiges après Captain Marvel, Toy Story 4, Aladdin, Le Roi Lion, Dumbo, Spider-Man, Maléfique et les Avengers. Et en attendant Star Wars, l'année 2009 est celle de tous les records pour l'Empire Disney. Usine à rêve ou d'abord usine à cash? On en parle avec nos deux invités, le journaliste Renaud Barognan du Parisien et la philosophe Marianne Chaillan. Ils sont tous les deux les invités de la suite de Célèbre 2. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous, Renaud Barognan, chef de service adjoint culture au journal Le Parisien. Vous avez analysé cette folle année 2019 pour Disney et c'est ce qui nous a donné envie de revenir sur l'empire Disney, l'autre face du royaume enchanté. C'est une année record, près de 10 milliards de dollars de recettes au box-office. Et Marianne Chaillan, vous philosophez en regardant des dessins animés, ce qui est une très très belle manière de faire. Vous avez montré que c'était possible dans ce livre, notamment en analysant La Reine des Neiges 1. En effet. On va en parler. C'est passionnant pour comprendre ce qu'est une relation amoureuse. Jean-Michel, vous n'en reviendrez pas. Ils vécurent philosophes et firent pas compris encore, beaucoup d'heureux. La Reine des Neiges 2 qui arrive après La Reine des Neiges 1, évidemment, qui a été le dessin animé le plus regardé de tous les temps. Record. Après, Comment l'expliquer ? comment l'expliquer? Beaucoup les chansons. Ça avait beaucoup joué, je sais, à l'époque. Et puis un bouche à oreille incroyable. Puis des gens qui l'ont vu, revu et revu. C'est un film qui s'est beaucoup revu, en fait. Au point de connaître les paroles par cœur, de libérer, délivrer. On va en parler tout à l'heure. Marianne, c'est vrai que c'est assez frappant. Vous avez une explication de ce succès. Qu'est-ce qui parle aux imaginaires des gamins du monde entier, de cultures extrêmement différentes, pour qu'ils se passionnent tout à coup pour une histoire comme celle de La Reine des Neiges ? C'est vraiment une colle parce que au-delà de La Reine des Neiges, c'est le phénomène Disney en général qui est étonnant. Cet empire désormais intergalactique qui est Disney, puisqu'ils ont acquis les super-héros, Marvel, la saga Star Wars. Du coup, je dirais que c'est cette capacité à raconter des histoires fascinantes, des histoires magiques, des histoires féeriques, mais qui en universelles et qui en plus recèlent, selon moi, une sagesse philosophique. On va y venir parce que évidemment, il y a des valeurs qui sont véhiculées par les films Disney et depuis le tout début, notre reporter Mehdi Daès est allé rencontrer justement des fans de La Reine des Neiges à la sortie du cinéma. Regardez. C'est trop bien! 5 ans qu'on attend! C'était amusant, ça a fait un petit peu peur parce que Elsa, elle a failli mourir dans l'eau. C'est rigolo d'y aller déguisé. C'est qui ton personnage préféré? C'est Olaf, parce qu'il est très rigolo. Ça fait rêver quoi. Puis il y a Noël, c'est la magie de Noël en même temps. Même quand on est adulte, on est des grands enfants, donc on adore les chansons et tout, c'est un univers. J'aime bien quand elle chante. Tu préfères la première chanson ou c'est la nouvelle? Les deux. On les a bien en tête. Depuis 7 ans, on les a en boucle. Ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est le signe que je m'en vais. Ils, elles, ont l'air tellement heureux, c'est assez fascinant, chanter, retrouver La Reine des Neiges et son univers. Mais c'est vrai que c'est un succès de plus pour Disney. Déjà 10 milliards de recettes, 10 milliards de dollars de recettes en 2019, c'est un record mondial. C'est-à-dire que jamais un studio de cinéma n'a engrangé autant de recettes sur une année qui n'est même pas terminée. C'est plus que ça. En juillet, ils étaient déjà à 7 milliards. Le précédent record, c'était eux. C'était des années avant. Déjà, fin juillet, le record mondial, il était battu. Donc là, on va arriver à 12. Cet été, il y avait Le Roi Lion. Voilà, il y avait Le Roi Lion qui n'était pas encore sorti quand le record est tombé. Et il y en a un autre, évidemment, qui est très, très attendu. Le blockbuster, c'est Star Wars qui sort le 18 décembre prochain, le nouveau volet. Alors, c'est une saga qui fait partie de notre patrimoine cinématographique maintenant. C'est incontestable. Plus de 40 ans après la sortie de son premier épisode, c'est toujours un événement, toujours incontournable, la sortie d'un Star Wars.
Ah, c'est immanquable. Enfin, Ouais. voilà, Ouais. oui. On voit les fans déguisés. Ah bah, oui, les réservations ont commencé jeudi et ça démarre très fort. Bah oui, Pour maintenant un film ça se réserve. qui sort dans un mois. Dans C'est un mois, ouais. assez incroyable. Il y a quelque chose d'assez frappant, c'est quoi de commun malgré tout entre ces univers qui font partie aujourd'hui de la même famille? Quoi de commun entre Mickey et Dark Vador, entre les Avengers et Bambi par exemple, mais c'est aujourd'hui un même univers qui est réuni sous le studio Disney, enfin sous le nom Disney. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose a priori en commun et que certains sont réfractaires aux dessins animés de Disney et adorent la saga Star Wars. Je pense que ce qu'il y a de commun, c'est la forme. Et la forme, c'est le pouvoir des histoires, le pouvoir de séduire par les histoires. Vous vous rappelez peut-être cette fable de La Fontaine sur le pouvoir des fables, où un orateur qui peine à attraper l'attention de son public par des formules rhétoriques se met tout d'un coup à raconter une histoire. Et quand il raconte une histoire, tout le monde tend l'oreille. Et ce que fait Disney, c'est ça, c'est qu'il nous raconte des histoires et on adore les histoires. Et en plus, je crois, on en a besoin. C'est-à-dire que tous ces univers, par des tonalités différentes, Star Wars et Disney, c'est pas tout à fait la même tonalité, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils nous divertissent et on a quand même besoin de divertissement. Et il raconte des histoires. Il raconte des histoires depuis le début, depuis maintenant plus d'un siècle. Quand on regarde par exemple l'année 2006, la Walt Disney Company avait acheté Pixar Studio qui avait révolutionné le monde de l'animation. Toy Story, c'est eux, Maléfique, Ratatouille, les Cars. En 2009, Disney a ensuite racheté les studios Marvel avec les Avengers, avec Spider-Man. En 2012, ils ont acheté, et ça a été un événement dans le monde des fans de Star Wars, ils ont acheté Lucasfilm et qui produisait depuis toujours les Star Wars. Et puis dernière acquisition, cette année, c'était au mois de mars, le studio Century Fox, ce qui est gigantesque, avec des films comme Titanic, avec Avatar et les prochains Avatars qui arrivent. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que quand je disais un film par mois, mais voilà, il y a ça, il va y avoir ça en plus, c'est-à-dire que ça enrichit le catalogue, c'est les films à venir. Là, on ne le sait pas, par exemple, Le Mans 66 qui est sorti la semaine dernière, c'est un film Disney aussi, Ad Astra de James Gray. Avec Brad Pitt. C'est un film Disney. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Parce que c'est il n'y a plus de concurrence. Si, Ils il sont y seuls au a monde. d'autres studios, mais c'est Mais eux qui ne sont pas dominent. aussi forts, on est d'accord. Ah bah là, non, plus personne, vu les records qu'ils battent, plus personne n'est au niveau là. Voilà. Il y a une phrase, Mickey a braqué Picsou pour se payer Marilyn et Wolverine, et on n'est pas loin de la vérité, mais est-ce qu'ils portent les mêmes valeurs malgré tout? Les valeurs de bien, de mal, de justice, d'injustice, qui sont présents depuis les origines dans les dessins animés Disney? Alors bon, les valeurs évoluent quand même dans les dessins animés de Disney, ça vous a pas échappé. On a reproché au premier Disney, oui voilà, heureusement, hein, le rôle qui était assigné aux princesses Disney, qui a beaucoup évolué. Donc c'est déjà difficile de parler d'une unité du message des dessins animés de Disney. A fortiori, je pense que c'est trop difficile de dire une philosophie générale de tout cet empire qui est tellement éclectique. Néanmoins, ce que je crois, c'est que tout cet univers de culture pop, comme on pourrait dire, Oui. recèle chaque fois une sorte de pépite philosophique, une sorte de pépite de sagesse qui explique le succès de ces films en général. Alors, c'est pas une philosophie, c'est des philosophies, c'est des leçons. Et Des questions à chaque fois et on différentes. peut être plus sensible à certaines qu'à d'autres. Alors, c'est pas tant de la création que de l'adaptation. Les Disney, je crois qu'ils sont bons depuis que Bob Iger, le nouveau président, est là, en 2005, je crois qu'il est là depuis 2005. Il y a une adaptation à l'air du temps, c'est-à-dire un espèce de flair. Ils n'ont pas créé les super-héros. Oui. Mais ils les ont achetés. Ils n'ont pas créé Star Wars, ils les ont achetés. C'est Ils comme n'ont s'ils pas récupéraient créé des licences. Il y avait des gens qui étaient en train de renouveler le dessin animé, c'était Pixar, parce que justement ils travaillaient beaucoup sur les histoires, ce qui se faisait moins chez Disney. Ils ont acheté. Voilà, c'est vraiment une adaptation permanente. Ça veut dire qu'ils sont plus très créatifs. Ils rachètent sous alors d'autres si, formes. parce qu'en fait, il y a un système de... Voilà, depuis qu'ils ont racheté Pixar, ça a remotivé les animateurs, les scénaristes de chez Disney, et ils sont remis à travailler beaucoup sur les histoires, et ils ont sorti des films merveilleux, comme Zootopia, il y a 3 ans. par exemple, voilà, c'était par génial. exemple, qui était un renouvellement complet. Voilà.
Je reviens aux stratégies commerciales, bien terre à terre. Vous le disiez, année 2019, année record pour Disney, donc 12 milliards avant la fin de l'année, on estime les dollars récoltés. Cette année, le film Avengers Endgame est devenu le film qui a rapporté le plus de recettes au monde, soit 2,79 milliards de dollars. Ça a détrôné Avatar. C'est vraiment hallucinant. Enfin, on n'arrive même pas à percevoir ce que ça peut représenter, même dans l'industrie du cinéma. Le lancement de leur plateforme Disney+, qui est déjà un succès, il y a eu 10 millions d'abonnements en moins de 24 heures. Il faudra attendre le 31 mars en France pour en bénéficier. Est-ce que vous pensez que justement la création de cette plateforme va un peu bouleverser cet univers des plateformes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Netflix va pouvoir avoir un concurrent très fort les face à eux? Les tendances, c'est de dire qu'ils vont rapidement devenir numéro 2, en fait. Voilà. Après, Netflix estime à 158 millions d'abonnés pour l'instant. Disney, il vise entre 60 et 90 millions d'abonnés sur 5 ans. Donc, sauf qu'ils ont un catalogue immense. Un catalogue et des créations. Aussi, ils ont compris, ils ont vu l'exemple Netflix. Ils ne se contentent pas du catalogue. Ils lancent des séries incroyables sur Star Wars, comme The Mandalorian. Ils lancent des films aussi qui vont être que pour les plateformes, que pour Disney+. Voilà. Mais avant d'atteindre Netflix, de faire vraiment concurrence à Netflix, ils ont un peu de marge encore, Netflix. Mais ça va être leur concurrence. Le plus sérieux, ça va être Disney+. Mais il y a malgré tout, l'une des marques de fabrique de Disney qui est la chanson. Le bonheur des enfants, le cauchemar de certains parents. Oui, c'est pas vrai, parce qu'en karaoké, on chante tous une chanson de Disney. Oui. Ça vous est pas arrivé? Regardez Jean-Michel, j'ai pas si. l'impression que ça va arriver. Ça m'est arrivé, mais Oui, on a dans tous. certains états particuliers. Voilà. Ça c'est votre problème. On a tous chanté une chanson de Disney. Non, plus sérieusement, Walt Disney a toujours accordé une place primordiale à la musique. Alors dans tous les genres, je pense à du classique quand on regarde Fantasia, du swing pour Mary Poppins ou encore de la pop aux accents de jazz grâce à Randy Newman dans Toy Story. Allez, je vais vous proposer de tester votre culture musicale Disney. On est d'accord? Allez, premier extrait, c'est super facile. Je sais, moi. C'est les Aristochats. Les Aristochats, évidemment. Everybody Wants to be a Cat, c'est un des titres des Aristochats, c'était en 1970. Deuxième chanson que je fredonne à peu près toutes les semaines. Ah, la dernière. Prince Ali, évidemment. Dans Aladdin. On va continuer à l'écouter un petit peu. Prince Ali, oui, il faut l'écouter. Ça pourrait être le générique de Célèbre Danse. C'est vrai. Mais c'est vrai que vous êtes obligé de l'écouter. Est-ce que vous vous souvenez qui l'a chanté dans la version originale anglaise? Je ne sais pas. C'était Robbie Williams. Et on était en 1992. Allez, troisième chanson, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est l'équipe qui m'a ordonné de passer cet extrait. Non, jamais je ne dirai non, non. Ton cœur soupire, pourquoi mentir? Hercule. Oui, bien joué. Bravo. Jamais je n'avouerai du même compositeur que Prince Ali, mais il s'agit du dessin animé Hercule en 1997. Allez, on C'était termine. pas le meilleur. On termine. Ben non, c'était pas le meilleur, mais on m'a obligé. Voilà. Bon. On termine avec une chanson que vous connaissez tous. Le Royaume. Ah oui. Chanson phare du Roi Lion, c'était en 1994. Et puis alors, on n'en a pas toujours conscience, mais c'est aussi pour ça que vous êtes là. Disney, ce sont des leçons de philosophie. Les candidats du BAF peuvent donc, c'est la bonne nouvelle, réviser l'épreuve de philo en regardant La Reine des Neiges pour comprendre le désir ou alors Le Roi Lion pour comprendre le stoïcisme. C'est vrai ça, Marianne? Mais oui, je crois en effet que... Alors évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un pour leur montrer à quel point il y a de la philosophie là-dedans, parce que ça ne saute évidemment pas forcément aux yeux tout de suite, mais... En regardant La Reine des Neiges 1, par exemple, comme ça, pas de spoil, vous rappelez peut-être que l'intrigue tourne autour de ses deux sœurs, Elsa, la reine, et puis sa petite sœur Anna. Et Anna, qui a vécu son enfance comme sa sœur d'ailleurs, dans le château isolé, se réjouit qu'enfin les portes s'ouvrent, elle se réjouit qu'un bal soit donné, elle se réjouit de tomber amoureuse. Et elle tombe amoureuse d'un prince qu'elle ne connaît pas, elle le voit, elle veut l'épouser, elle demande à sa sœur si elle peut le faire, et sa sœur lui dit « mais enfin pas du tout, tu ne vas pas épouser un homme que tu n'aimes pas ». Alors on pourrait croire que c'est par aigreur que Elsa interdit à sa jeune sœur d'être heureuse, mais pas du tout, c'est par sagesse philosophique. En fait, elle lui explique, comme le fait un philosophe qui s'appelle Lucrèce, dans De la nature des choses, elle lui explique que tomber amoureux, c'est tomber amoureux, c'est une chute. C'est-à-dire qu'on y voit plus clair. C'est comme le coup de foudre. Qu'est-ce que c'est? Si on survivait à un coup de foudre, on serait dans un très mauvais état, non? Et en fait, quand on tombe amoureux, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Contrairement à ce qu'on pense, les épicuriens ne sont pas des promoteurs du désir, mais nous disent attention, le désir, c'est une sorte d'illusion absolue qui vous aliène à un objet dont vous ne savez rien. C'est ce qui arrive à la jeune sœur. Et donc tomber amoureux, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça, vous avez retenu la leçon de philosophie. Et c'est l'amour, malgré tout, qu'elles se portent l'une à l'autre qui va les sauver, et non pas l'amour du prince. Voilà.
ce qui est aussi l'un des signes d'évolution des Disney. imaginaires Tout à de fait. Disney. Disney, c'est un des géants du divertissement. Aujourd'hui, on en a parlé. Moi, je vous emmène un siècle en arrière, quand Walt Disney a lancé son premier studio, 1923, dans un garage de Californie avec son frère. Walt Disney qui est parti de rien, il crée le personnage qui fera sa fortune, Mickey Mouse, à la fin des années 20. Et dans la décennie suivante, il se lance dans la création de son premier long métrage, Blanche-Neige. Le film sort en 1937, après 3 ans de travail. C'est un succès retentissant déjà à l'époque. C'est le film le plus rentable de l'année 1938. Et pourtant, ça n'a pas été simple, vraiment pas. Certains des créanciers, pas seulement, à cause des banquiers, aussi, des banquiers qui ont perturbé la création du film, ils ont empêché carrément une scène d'être terminée. C'est ce que racontait Walt Disney 4 ans avant sa mort. Well, Snow White was, a kind of a project that a lot of people didn't quite believe in, especially the bankers. So as I reached a point where I'd spent so much money on it, the bankers were pushing to get it finished. And we were actually running out of money. But if it hadn't been for the bankers, I'd have probably put the soup sequence in. Voilà, et cette scène, c'est celle dite de la soupe, celle où les nains vont manger chez Blanche-Neige, qui n'est donc pas complète. À quoi il doit sa réussite, Walt Disney, Renaud Barognan ? Les histoires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand même, une imagination incroyable, une bonne connaissance des enfants. Son dessin aussi ? Son dessin, les animaux, il a quand même inventé ça, les petits animaux qui accompagnent les personnages principaux. Les produits dérivés, parce que c'est un talent de businessman qui est quand même aussi extrêmement impressionnant, avec les parcs à thème, avec tout ce qui peut accompagner un dessin animé. Et une manière aussi, puis c'est de l'animation, quoi, donc c'est la création aussi de savoir s'entourer. Il s'est toujours entouré, à l'époque, quand il était vivant, des meilleurs graphistes. Il y a eu des écoles successives, là aussi une adaptation à l'évolution de la société et du graphisme qui allait avec. Et ça plaisait beaucoup aux gens, en fait. Et il y a donc beaucoup à apprendre en lisant Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux. Vous avez fait une infidélité pour le coup à Disney en vous intéressant à l'une des productions de la concurrence, Game of Thrones, qui nous a tenus en haleine tous ici autour de la table pendant des mois, voire des années. Qui a été tournée, une fin qui nous a traumatisés, nous comme des millions de personnes à travers le monde. Et vous avez publié un livre pour vous intéresser à la fin de Game of Thrones. Voilà. Celle qui a été diffusée, qui nous a traumatisés. Et j'essaye dans ce livre... Qui nous a déçus, on peut le dire. Qui nous a déçus, on peut le dire, terriblement. Et du coup, j'ai essayé de lui trouver un sens. Je me suis dit, c'est pas possible que George Martin, il a certes moins collaboré, mais il a quand même été consulté et fait une fin... Ça a forcément du sens. Je l'ai cherché, ça m'a réconcilié avec la série. C'est un livre cathartique pour moi et j'espère qu'il le sera pour tous ceux qui, l'offrir à Jean-Michel à lire. Et d'autant, c'est un livre d'espoir, puisqu'il y a encore des romans à venir de Martin. L'histoire d'Arya Stark n'est pas terminée. Peut-être, parce qu'il a du mal à terminer, il a du mal à s'y mettre. Je vous l'offre, Jean-Michel, pour vous remettre de votre traumatisme. Je le lirai avec plaisir. Merci à tous les deux, vous restez avec nous. Tout de suite, voici le plateau télé d'Eva.